Vous avez 14 ans et vous vous réveillez au milieu d'odeurs de vin rassis et de corps sales. Aujourd'hui, c'est le jour de ton mariage. Tu n'as pas encore rencontré ton mari, un homme de 30 ans, ton aîné, mais tu sais que ses dents sont gâtées et que son caractère est exécrable. On te passe une chemise de lin grossier par-dessus la tête, symbole de ta pureté, bien que ce concept te paraisse une cruelle plaisanterie. Ceci n'est pas un conte de fées. Ceci est une transaction, et tu en es la monnaie d'échange. Le monde que tu habites est un monde de contrastes saisissants et impitoyables, une tapisserie tissée de fils d'aspiration divine et de souillures terrestres et viscérales. Pour toi, une jeune fille nommée Elara, née dans les échelons inférieurs de la noblesse en l'an de grâce 1182, la vie n'était pas un récit de ta propre création, mais un scénario écrit par les mains inflexibles de la lignée et de l'obligation. Ton existence, jusqu'à ce jour, a été protégée, confinée entre les murs de pierre froids et humides du donjon de ton père. C'est une vie de broderie, de prières et du bourdonnement monotone de leçons sur la gestion du foyer, toutes conçues pour te modeler en un atout convenable. L'air lui-même semble épais de l'odeur de la fumée de bois, du bétail, et de la douceur écœurante et omniprésente de la décomposition provenant des dépotoirs du château. Tu es un pion dans un jeu que tu ne peux comprendre. Ta valeur mesurée non pas en esprit ou en intellect, mais en l'avantage stratégique que ton union peut procurer. Ton père, un homme dont l'amour est un concept lointain et théorique, ne voit pas en toi une fille, mais un pont vers les terres d'un seigneur voisin, un moyen de régler un conflit frontalier qui couvait et qui saignait ses coffres depuis une génération. Seigneur Valerius, ton promis, est un nom murmuré dans les couloirs avec un mélange de peur et de dérision. C'est un homme forgé dans le creuset brutal des guerres intestines, son visage une carte routière de vieilles cicatrices et son âme, dit-on, tout aussi abîmée. Ses deux premières épouses sont mortes en couches, un destin assez commun, mais les ragots des serviteurs brossent un tableau plus sinistre, celui d'une négligence frisant la malveillance, d'un homme dont les appétits étaient aussi grossiers que ses manières. Tu dois être la troisième, un nouveau réceptacle pour ses ambitions, un ventre pour lui porter l'héritier mâle qui lui a jusqu'ici échappé. Les jours précédant les fiançailles sont un flou de panique sourde. Tu regardes ta maigre dot être assemblée, quelques rouleaux de laine teinte, un médaillon en argent de ta mère décédée depuis longtemps et une douzaine de poules pondeuses. C'est une offrande pathétique, un témoignage de la fortune déclinante de ta famille, et cela te remplit d'une terreur creuse qui se dépose dans ton estomac comme une pierre. La transaction est finalisée dans la grande salle de ton père, l'air épais de l'odeur du sanglier rôti et de la bière renversée. Seigneur Valerius arrive avec une suite de soldats au visage sombre, sa présence aspirant la chaleur de la pièce. Il est plus petit que tu ne l'imaginais, mais plus large. Un homme à la poitrine en tonneau, au cou épais et aux mains comme des quartiers de viande. Ses yeux, petits et sombres, t'évaluent avec le calcul froid d'un marchand inspectant du bétail. Il ne te parle pas. Il parle à ton père, leur voix un grondement sourd de négociation, d'acre et d'alliance. Tu te tiens à côté de ton père, le regard fixé sur une tapisserie dépeignant une scène biblique sinistre, ton corps tremblant si violemment que tu crains de t'effondrer. Le dégoût est une chose physique, une bile qui te monte à la gorge. C'est le dégoût de l'impuissance, d'être réduite à un objet, à un bien que l'on marchande. Telle est la vraie nature de ton mariage médiéval, un mécanisme de pouvoir dépouillé de tout sentiment, une union brutale et pragmatique où la puanteur de l'ambition et du désespoir domine toute trace de romance. La cérémonie elle-même est une affaire expéditive, un prêtre marmonnant des rites latins qui semble totalement déconnecté de la sombre réalité du moment. Tu es maintenant à lui. Le voyage vers ta nouvelle demeure au manoir de Bois-Noir est une descente dans un cercle plus profond de l'enfer. Le chemin est une piste boueuse et défoncée qui serpente à travers des forêts denses et menaçantes où la canopée d'arbres anciens étouffe la lumière du soleil, laissant le monde dans un crépuscule perpétuel et lugubre. L'air devient plus froid, plus lourd, épais de l'odeur du pain et de la terre humide. Seigneur Valerius chevauche en tête, silhouette maussade sur fond de ciel meurtri, son silence un linceul étouffant. Tu es secoué dans une charrette en bois rudimentaire, les roues gémissant de protestation à chaque cahotte, tes os endoloris par une lassitude qui va bien au-delà de l'épuisement physique. Le manoir de Bois-Noir n'est pas un château, c'est une forteresse, une sinistre déclaration de pouvoir construite en pierre sombre tachée de lichen qui semble absorber la lumière. Il est accroupi au sommet d'une colline balayée par les vents, surplombant une vallée enveloppée de brume,
ses murs crénelés ressemblant moins à une maison qu'à une prison. Il n'y a pas de bannière de bienvenue, pas de fanfare de célébration. Les portes s'ouvrent avec un grondement sourd et lugubre, et tu es escorté dans une cour qui empeste la tannerie et la forge. Les serviteurs qui t'accueillent sont le reflet de leur maître, maussades, méfiants, leurs visages gravés d'une profonde lassitude enracinée. Leurs yeux glissent sur toi, n'offrant aucun réconfort, aucune lueur de parenté. Ils sont les exécuteurs complices de ce système sinistre, leur survie dépendant de leur capacité à devenir invisibles, à servir le tyran sans attirer sa colère. Tes appartements se trouvent dans la tour nord, une pièce froide et caverneuse, avec une unique meurtrière qui offre une vue parcellaire sur le ciel gris et oppressant. L'air est vicié, portant le parfum faible et fantomatique des femmes qui t'ont précédé. Un grand lit grotesquement orné domine l'espace, ses lourds rideaux de velours de la couleur du sang séché. C'est ici que doit se jouer l'acte le plus intime et le plus horrifiant de ta subjugation. Ta nuit de noces n'est pas une consommation d'amour, mais une violation, une affirmation brutale de propriété. Valerius, l'haleine aigrie par le vin, t'approche non pas comme un mari, mais comme un conquérant réclamant son butin. L'acte est rapide, maladroit et douloureux, dépourvu de toute tendresse. C'est un acte purement mécanique, un devoir qu'il accomplit avec une détermination sinistre. Tu es allongé sur les draps raides et froids, ton corps une géographie de douleur et d'humiliation, et tu fixes l'obscurité suffocante, le silence de la pièce rompu seulement par ses ronflements gutturaux. Le dégoût que tu as ressenti lors de tes fiançailles se métastase maintenant en une haine profonde et tenace, un poison qui s'infiltre jusqu'à la moelle de tes os. C'est ta vie maintenant, un cycle incessant de dégradation, une performance de soumission pour un public d'un seul homme. Tu es sa propriété, ton corps un réceptacle pour son héritage, ton esprit une chose à briser. Les jours qui suivent se fondent les uns dans les autres, une existence monochrome ponctuée par la peur. Tu apprends à naviguer dans la politique suffocante de la maisonnée, à lire les changements subtils dans les humeurs de ton mari, à te faire petite et silencieuse. Le dégoût est un compagnon constant, le goût de cendre dans ta bouche à chaque repas, le froid qui s'accroche à ta peau même près du feu. C'est le dégoût des jonchées sales sur le sol, grouillantes de puces et de poux, le dégoût de la viande rance servie au dîner, le dégoût du pot de chambre laissé dans le coin de ta chambre. Mais par-dessus tout, c'est le dégoût de son contact, la sensation moite de sa peau, la puanteur de son haleine, un rappel constant et viscéral de ta servitude. La vie entre les murs de pierre oppressants du manoir de Bois Noir s'installe dans un rythme sinistre et prévisible, un métronome de misère réglé par les caprices de son tyran dysfonctionnel. Seigneur Valerius gouverne son domaine non pas avec stratégie ou sagesse, mais avec la force brute de son tempérament perpétuellement exécrable. Ses humeurs sont le système météorologique du donjon, et les habitants sont tous devenus des experts météorologues de sa rage. Un outil mal rangé dans l'armurerie, un gigot de viande mal cuit, un affront perçu de la part d'un serviteur n'importe lequel de ces éléments pouvait déclencher une tempête d'abus verbaux ou un acte de violence soudain et choquant. Sa cruauté n'est pas la cruauté calculée et théâtrale d'un grand méchant. C'est la cruauté mesquine et impulsive d'un homme profondément peu sûr de lui, un homme dont la seule compréhension du pouvoir est son application la plus brutale. Sa présence physique est une force oppressive. Il se déplace dans les couloirs d'un pas lourd et délibéré, son regard balayant chaque recoin, à la recherche d'infractions. Les serviteurs s'écartent de son chemin comme des souris, la tête baissée, le corps tendu en prévision d'un coup. Tu apprends à lire les indices subtils, le serrement de sa mâchoire, la veine qui palpite à sa tempe, la façon dont il serre la poignée de sa dague. Ce sont les présages d'une éruption imminente, et ta survie dépend de ta capacité à te faire disparaître, à te fondre dans la pierre froide des murs. Le dégoût que tu ressens pour lui n'est plus une sensation vive et choquante. Il est devenu l'air même que tu respires, une condition chronique de l'âme. Il est là le matin lorsque tu es forcé de l'aider à enfiler ses tuniques tachées de sueur, le tissu encore chaud et fétide de l'odeur de son corps. Il est là à table pendant que tu le regardes déchiqueter sa nourriture de ses mains grasses, les jus de la nourriture dégoulinant sur son menton et dans sa barbe emmêlée, sa mastication un son humide et percussif dans la salle caverneuse. C'est un homme totalement dépourvu de raffinement, une créature d'appétit primaire. Ses tentatives de conversation sont des proclamations bourrues ou des plaisanteries grossières qui font tressaillir les servantes. Il parle de ses chevaux avec plus d'affection qu'il ne t'en a jamais montré. Ton rôle est purement fonctionnel. Tu es la dame du manoir,
un titre qui sonne comme une amère moquerie. Tes devoirs consistent à superviser les cuisines, les métiers à tisser et les celliers, un domaine de corvée domestique qui n'offre aucune évasion. Les autres femmes du donjon, les servantes et les épouses de ces hommes d'armes ne sont pas tes alliés. Elles sont des codétenues dans ce goulag patriarcal, chacune naviguant selon sa propre stratégie désespérée de survie. Elles ne voient pas en toi une sœur de misère, mais la créature du maître, un symbole du pouvoir qui les opprime toutes. Leur conversation cesse lorsque tu entres dans une pièce, leurs yeux contenant un mélange de ressentiment et de peur. Tu es absolument seul, un îlot de misère dans un océan d'hostilité silencieuse. Les nuits sont les pires. Le lit grotesquement orné devient une scène pour ces assauts méthodiques et sans passion. Il n'y a aucune prétention d'affection, aucune illusion d'intimité. C'est un devoir sinistre et récurrent, ces efforts grognant une bande-son pour tes prières silencieuses pour l'oubli. Tu apprends à te dissocier, à envoyer ton esprit s'envoler par la meurtrière, au-delà de la vallée brumeuse, vers un lieu où tu n'es plus un corps, plus un réceptacle, mais un esprit informe et léger. C'est une défense fragile contre le flot incessant de sa possession. Le dégoût physique est constant, un film de crasse que tu ne peux jamais tout à fait laver. L'hygiène du château est un cauchemar médiéval. Les jonchés sur le sol, censés être changés saisonnièrement, sont un tapis comprimé et pourrissant de saleté, de restes de nourriture, de déjections animales, et Dieu sait quoi d'autre. L'air est une soupe épaisse d'odeurs. Corps sale, peau de chambre, pierre humide, et la fumée omniprésente des âtres qui ne parvient pas à réchauffer les espaces caverneux. Tu as perpétuellement froid, un froid profond qui te ronge les os et qu'aucun feu ne peut vaincre. Cette saleté physique est un miroir de la saleté morale de ton existence. Tu es piégé dans un monde où la tendresse est une faiblesse et la cruauté est la monnaie du pouvoir. Ton mariage n'est pas un partenariat, c'est une cage. Et la partie la plus dégoûtante n'est pas la saleté ou la violence, mais l'érosion lente et systématique de ta propre humanité, la façon dont le système est conçu pour te broyer jusqu'à ce que tu oublies que tu as jamais été autre chose que la propriété de Seigneur Valerius. Les saisons tournent avec une lenteur angoissante, chacune peignant le paysage oppressant du manoir de Bois Noir d'une nuance différente de misère. Le printemps apporte une pluie froide et persistante qui transforme la cour en un bourbier de boue et de fumier, l'humidité s'infiltrant dans les pierres mêmes du donjon, favorisant une floraison de moisissures qui ajoute une autre couche à l'air déjà fétide. L'été n'offre aucun soulagement, remplaçant simplement le froid humide par une chaleur suffocante et humide qui amplifie la puanteur de la tannerie et des corps non lavés de la garnison. Le soleil tape sur les murs de pierre, transformant tes appartements en fournaises, tandis que la vallée en contrebas bourdonne du vrombissement des mouches, se régalant des détritus du donjon. C'est pendant cet été étouffant et oppressant que tu réalises que tu es enceinte. La découverte n'apporte pas une lueur de joie, mais une terreur froide et effrayante. C'est pour cela que l'on t'a amené ici, le but ultime de ton union dégoûtante, être un incubateur pour la lignée Valerius. Les symptômes physiques de la grossesse sont eux-mêmes une nouvelle forme de répulsion. Les nausées matinales sont une affaire violente et déchirante, ton corps se rebellant contre la vie étrangère qui grandit en toi. Ta propre forme devient une source de dégoût à mesure qu'elle gonfle et change, n'étant plus la tienne mais un réceptacle pour son héritage. La réaction de Seigneur Valerius à la nouvelle est un grognement de satisfaction. L'expression sur son visage la même que lorsque l'un de ses chiens de chasse primés met bas une portée en bonne santé. Il n'y a aucune tendresse, aucun moment d'anticipation partagé. Il voit ton ventre naissant comme un témoignage de sa propre virilité, une victoire dans ses ambitions dynastiques. Son intérêt pour toi devient purement clinique. Il ordonne à la sage-femme du donjon, une vieille femme nommée la vieille Elspeth, dont les mains sont aussi noueuses qu'une racine et dont la laine sent l'ail et la pourriture, de veiller sur toi. Elspeth est l'une des exécutrices les plus loyales du système. Sa loyauté n'est pas envers toi, la victime impuissante, mais envers le maître qui assure sa position et sa survie. Elle ne te traite pas comme une personne, mais comme une poulinière. Ses examens sont rudes et intrusifs, ses pronostics sur ton état délivrés d'un ton plat et sans émotion. Elle prescrit des concoctions à base de plantes nauséabondes que tu es forcé de boire, leur goût amer un rappel quotidien de ton état de captivité. Le dégoût de ta situation s'approfondit, devenant plus complexe. Il ne s'agit plus seulement de la saleté physique ou de la brutalité de ton mari, il est maintenant entremêlé avec les processus les plus intimes de ton propre corps. Tu ressens un profond sentiment d'aliénation de la chair même que tu habites. Cet enfant, cet innocent, est le produit d'une violation,
un symbole vivant de ta servitude. Comment peux-tu aimer un enfant conçu dans une union si brutale et sans amour? La question hante tes nuits sans sommeil, un serpent de culpabilité et de désespoir s'enroulant dans ton cœur. Tu ressens une lueur de quelque chose, un instinct protecteur peut être, mais il est immédiatement étouffé par la réalité écrasante de ta situation. Cet enfant, si c'est un garçon, sera élevé à l'image de son père, un autre tyran en devenir. Si c'est une fille, elle sera condamnée à un sort semblable au tien, un autre pion dans le jeu cruel du mariage dynastique. Peux-tu imaginer la torture psychologique de porter un enfant que tu ne peux pas aimer, un enfant qui représente tout ce que tu exècres? La grossesse progresse, et ton monde se rétrécit aux confins de tes appartements. Tu es prisonnière de ta propre biologie. Les autres habitants du donjon observent ta forme gonflée avec un mélange de pitié et de curiosité morbide. Tu es un spectacle, la truie primée du Seigneur, engraissée pour l'abattage de l'accouchement. Les deux épouses avant toi sont mortes dans cette même pièce. La pensée est une présence constante et froide à l'arrière de ton esprit. Le lit avec ses rideaux rouge sang ressemble moins à un meuble qu'à un autel sacrificiel. Tu es piégé, non seulement par les murs de pierre du manoir de Bois Noir, mais par les attentes inflexibles de ce monde brutal et patriarcal. Ton corps est un champ de bataille, et le dégoût que tu ressens est la fumée qui étouffe l'air, un brouillard empoisonné qui obscurcit tout espoir d'un avenir. Le 9e mois de ta réclusion arrive avec les premières morsures de l'automne, l'air devenant vif et les feuilles des arbres squelettiques de la vallée commençant à rougir des couleurs du sang et de la rouille. Ton corps est une chose encombrante et étrangère, un réceptacle tendu à ses limites. Une profonde lassitude s'est installée au fond de tes os, une fatigue qui est autant de l'âme que de la chair. La peur de l'épreuve imminente est un nœud froid et constant dans ton ventre, une terreur qui éclipse même ta haine pour Valerius. Il te surveille maintenant d'un regard impatient et possessif, son inquiétude ne portant pas sur ton bien-être, mais sur la livraison réussie de son héritier. Il est devenu une caricature du tyran dysfonctionnel, sa paranoïa et son obsession entièrement concentrées sur le contenu de ton utérus. Il consulte des astrologues et des devins, les payant grassement pour des prédictions sur le sexe et le destin de l'enfant, une ingéniosité perverse appliquée à sa folie dynastique. Le système autour de toi resserre son emprise. La vieille Elspeth, la sage-femme, devient ton ombre, sa présence un rappel constant et troublant de ce qui est à venir. Elle est l'exécutrice en chef de cette étape finale et brutale de ta subjugation. Elle te parle avec des platitudes sur le devoir et la volonté de Dieu, ces mots creux et dénués de sens face à ta terreur. Elle prépare la chambre d'accouchement qui est, bien sûr, la même chambre où tu dors, où tu as été violé, l'épicentre même de ta misère avec une efficacité sinistre et méthodique. De la paille fraîche est étendue sur le sol, et des linges propres sont apportés, d'un blanc éclatant contre la pénombre oppressante de la pièce. Les préparatifs ressemblent moins à un accueil pour une nouvelle vie qu'à la mise en scène d'une exécution. Les premières douleurs surviennent au milieu de la nuit, une crampe aiguë et tordante qui te tire d'un sommeil agité. Elles sont une affirmation terrifiante qu'il n'y a pas d'échappatoire. Le processus a commencé. Elspeth est convoquée, son visage impassible à la lueur vacillante des bougies. Valerius est informé, et il commence à faire les 100 pas dans le couloir devant ta porte comme un animal en cage, ses pas lourds, un rythme menaçant qui se synchronise avec les contractions. Le travail est une descente dans un enfer primal et hallucinatoire. Le temps perd tout sens, s'étirant et se comprimant dans un cycle incessant d'agonie. Le monde se rétrécit aux 4 montants du lit rouge sang, aux draps trempés de sueur, à la douleur cuisante qui déchire ton corps. Le dégoût est maintenant omniprésent. C'est le dégoût de ton propre corps, de la sueur, du sang et des fluides qui marquent la réalité brutale de l'accouchement. C'est le dégoût des mains intrusives et fouilleuses de la sage-femme, son visage un masque de concentration sinistre, alors qu'elle murmure des incantations et t'offre des gorgées d'une infusion amère et nauséabonde. C'est le dégoût des chuchotements feutrés et conspirateurs des autres femmes qui ont été rassemblées pour aider, leur visage une galerie de fascination morbide. Elles sont les témoins complices, le chœur de ta tragédie. À travers le brouillard de la douleur, tu es vaguement consciente de leur présence, leurs mains te maintenant, leur voix un bourdonnement dénué de sens d'encouragement et de prière. Elles ne sont pas là pour toi, elles sont là pour le spectacle, pour le drame sinistre de la vie et de la mort. Les heures se transforment en un jour, et le jour se fond dans une autre nuit. Tu es au-delà de l'épuisement, tes forces complètement dépensées, ton esprit usé jusqu'à n'être plus qu'un air à vif et tremblant. Tu n'es plus Elara.
Tu es un réceptacle, une chose qui se déchire de l'intérieur. La douleur est une entité vivante, un démon avec ses griffes profondément en toi. Tu cries jusqu'à ce que ta gorge soit à vif, le son avalé par les épais murs de pierre de la tour. Tu supplies que cela se termine, pour la mort, pour n'importe quelle libération de cette torture incessante. Et à travers tout cela, tu peux entendre les pas réguliers et impatients de ton mari dans le couloir, un rappel constant et menaçant de la source de ton agonie. C'est le point culminant de ton mariage médiéval, l'acte final, et dégoûtant d'une pièce de cruauté systématique. Ce n'est pas un miracle de la vie, c'est une épreuve brutale, sanglante et terrifiante, dépouillée de toute sainteté, un témoignage de la totale disponibilité des femmes dans ce monde. L'enfant naît dans la lumière grise et impitoyable de l'aube, une petite chose bleue et silencieuse. Pendant un instant terrifiant, le seul son dans la pièce est ta propre respiration haletante et saccadée. La vieille Elspeth s'empare du nourrisson, ses mouvements vifs et efficaces, et, après une claque sèche, un cri faible et fluet perce enfin la tension suffocante. C'est une fille. Le mot reste en suspens dans l'air, une condamnation à mort. Tu vois le visage de la sage-femme vaciller avec quelque chose de la déception, être même de la peur avant que son masque professionnel ne se remette en place. Les autres femmes dans la pièce échangent des regards furtifs et entendus. Une fille inutile, qui videra les coffres pour sa dot, politiquement insignifiante. La porte grince en s'ouvrant, et Seigneur Valerius emplit l'encadrement, son visage un masque orageux d'impatience. Alors, aboie-t-il, sa voix écorchant les nerfs à vif de la pièce. Elspeth, tenant le nourrisson emmailloté, ne croise pas son regard. « C'est une fille, monseigneur », murmure-t-elle, son ton soigneusement neutre. Le changement en lui est instantané et terrifiant. La lueur d'espoir dans ses yeux s'éteint, remplacée par une rage noire et venimeuse. Son visage se contorsionne, la couleur s'en allant jusqu'à ce qu'il soit blanc comme du parchemin. Un instant, il est complètement immobile, un prédateur prêt à frapper. Puis, avec un rugissement guttural de fureur pure et sans mélange, son obsession, sa paranoïa, ses failles psychologiques profondes, tout se métastase en un acte singulier de violence horrible. Il ne se jette pas sur la sage-femme, ni sur l'enfant, mais sur toi. Ses mains, ses quartiers de viande, trouvent ta gorge. Le monde explose en un kaléidoscope de taches noires et de douleurs cuisantes. Tu es trop faible pour lutter, ton corps un poids mort sur les draps ensanglantés. Tu griffes faiblement ses poignets, tes ongles raclant sa peau, mais c'est comme essayer de déplacer une montagne. Son visage est à quelques centimètres du tien, ses yeux exorbités, de la salive volant de ses lèvres alors qu'il hurle sa frustration, sa haine, son dégoût pour toi, pour ton échec, pour ton corps de femme qui a trahi sa fantaisie dynastique. Les visages des autres femmes sont un flou d'horreur. Elles sont figées, piégées entre l'instinct d'intervenir et la peur paralysante du tyran. Elles sont les exécutrices complices du système, leur inaction un témoignage du pouvoir absolu qu'il exerce. Elles ne feront rien, elles te regarderont mourir. Ta vision se rétrécit en un tunnel, les sons de la pièce s'estompant en un grondement sourd. La dernière chose que tu vois est le baldaquin grotesquement orné du lit, ses plis de velours comme un linceul. La dernière chose que tu sens est la pression écrasante sur ta trachée, l'affirmation finale et brutale de sa propriété. Et puis, seulement les ténèbres. Ton histoire est une histoire de souffrance, de déshumanisation, d'une lutte pour maintenir un sens de soi face à une force écrasante et brutale. Ton destin, comme celui de tant de femmes de ton temps, est totalement désespérément tragique. Tu fus une fille, une épouse, une mère, mais à la fin, tu n'as jamais été qu'une marchandise, un réceptacle, une déception. Ta mort n'est pas enregistrée comme un meurtre. C'est une note de bas de page dans les chroniques familiales, une autre mort tragique en couche, un mensonge commode qui préserve l'honneur d'un petit seigneur et perpétue le cycle de la cruauté systématique. Le bébé, ta fille, est envoyé dans un couvent, son existence une honte à cacher, son avenir une vie de prière et d'obscurité, une autre victime impuissante absorbée par le système insatiable et impitoyable. Les suites de ta mort s'abattent sur le manoir de Bois Noir, non pas comme un voile de deuil, mais comme un linceul de peur. La rage de Seigneur Valerius, ayant trouvé son expression ultime et fatale, ne s'apaise pas. Elle se transforme en une paranoïa noire et maussade. Il voit des conspirations dans chaque ombre, entend des murmures de sédition dans le bruissement des jonchés. Le donjon devient une cocotte minute de tension, l'air épais d'accusations inexprimées et du goût métallique de la peur.
Les serviteurs qui ont assisté à tes derniers moments, ces exécuteurs complices de sa tyrannie, sont maintenant piégés par leur savoir. Ils sont liés par un terrible secret, une culpabilité partagée qui s'infecte dans le silence. Ils évitent les regards des autres, leur visage tiré et pâle, sachant que leur propre survie dépend de leur amnésie collective. L'histoire officielle, selon laquelle tu étais simplement trop fragile pour les rigueurs de l'accouchement, est répétée jusqu'à ce qu'elle prenne le vernis de la vérité, un sinistre témoignage du pouvoir d'un récit contrôlé par l'oppresseur. Ton existence est systématiquement effacée. Tes maigres biens sont brûlés, ta présence dans la mémoire du château récurée comme une tache tenace. C'est comme si tu n'avais jamais été là. Le système dont tu as été victime continue son inexorable broyage. Seigneur Valerius, le tyran dysfonctionnel, reste impuni. Sa cruauté, autrefois impulsive, devient plus calculée, plus insidieuse. Il ne fait confiance à personne. Ses hommes d'armes sont soumis à des tests de loyauté, son cuisinier est soupçonné d'empoisonner sa nourriture, son nouveau maître d'écurie est fouetté pour un manque de déférence perçue. Toute la maisonnée est prise en otage par son état psychologique tordu, ses défaillances personnelles se manifestant par un règne de terreur publique. Le destin de ta fille est une sombre note de bas de page à ta propre tragédie. Élevée entre les murs froids et austères du couvent de la Mère des Douleurs, elle grandit sans nom, connue seulement comme une orpheline de la noblesse. Elle est un fantôme, un secret vivant, sa vie une pénitence pour le crime d'être née fille. Elle ne connaîtra jamais le visage de sa mère ni l'identité de son père. Son monde est fait de cloches, de chants et des yeux silencieux et vigilants des nonnes. Elle est une autre victime impuissante, sa vie circonscrite par les actions d'un homme qu'elle ne rencontrera jamais, son destin façonné par un seul acte violent de rage patriarcale. Son existence est un témoignage de la longue et sombre ombre qu'une union aussi dégoûtante peut jeter, une ombre qui s'étend sur des générations. Le système qui t'a consumé est auto-entretenu. Il repose sur le silence des opprimés, la complicité des craintifs et le pouvoir incontrôlé d'hommes comme Valerius. Ton histoire, bien que fictive, est un composite d'1 million d'histoires vraies, d'1 million de femmes oubliées dont les vies ont été marchandées, dont les corps ont été colonisés et dont les esprits ont été écrasés par le pragmatisme brutal du mariage médiéval. Le dégoût ne réside pas seulement dans le manque d'hygiène, la saleté des châteaux ou la grossièreté des gens. Le dégoût véritable, profond et tenace réside dans la structure même de la société, dans un système qui réduit un être humain à une monnaie d'échange, à un utérus, à un objet jetable. C'est le dégoût d'un monde où l'amour est un handicap et le pouvoir le seul Dieu. Les pierres du manoir de Bois Noir gardent le souvenir de ta souffrance, même si les gens qui s'y trouvent sont forcés d'oublier. Les rideaux rouges sang du lit de la tour nord sont finalement retirés, mais la tache de ta tragédie s'est infiltrée dans le tissu même du lieu. Les années passent. Seigneur Valerius, consumé par sa propre paranoïa et son amertume, succombe finalement à une fièvre, mourant seul et sans personne pour le pleurer, son règne de terreur mesquine se terminant non pas par une explosion, mais par un gémissement pathétique et gargouillant. Ses terres passent à un lointain cousin, un homme sans connaissance ni intérêt pour les sombres secrets du donjon. Le cycle du pouvoir continue, les noms et les visages changent, mais la structure sous-jacente du système demeure. L'histoire de la deuxième épouse du seigneur morte en couche devient une légende locale, une histoire de fantômes chuchotée par les villageois pour effrayer leurs enfants. Les détails se perdent avec le temps, les arêtes vives de l'horreur polie par des générations de récits. Tu deviens un conte moralisateur, un spectre sans nom qui hante la tour nord, ta tragédie réduite à un peu de folklore effrayant. La véritable horreur, la cruauté systémique, le dégoût profond et écrasant de ta réalité est oubliée. C'est une histoire trop inconfortable, trop laide pour être rappelée dans sa forme brute et sans phare. Et ainsi, elle est aseptisée, mythifiée, dépouillée de son pouvoir d'accuser les fondements même du monde qu'il a créé. Peux-tu imaginer le poids pur et écrasant de tout cela? La torture psychologique d'une vie vécue dans la peur constante, la déshumanisation d'être traité comme rien de plus qu'une propriété, l'injustice finale et brutale d'être assassiné puis effacé de l'histoire. C'était la réalité pour d'innombrables femmes, leurs histoires individuelles perdues dans les vastes et silencieuses archives du passé. Leur souffrance n'était pas une anomalie, c'était une caractéristique du système, un composant nécessaire du moteur du pouvoir et de l'héritage. Le dégoût d'un mariage médiéval ne concernait pas seulement le manque d'hygiène ou les manières grossières. Il concernait la négation complète et totale du soi. Il concernait un monde qui n'avait pas de langage pour ta souffrance, pas de justice pour ton meurtre, pas de mémoire pour ton existence.
C'était le dégoût d'une société construite sur le sacrifice silencieux et non reconnu de ses filles. Ton histoire se termine dans l'obscurité et le silence, une seule flamme éteinte dans la vaste et froide étendue de l'histoire. Mais les échos de cette histoire, le fantôme de cette injustice, persistent. Ils sont un rappel du coût humain du pouvoir, du prix terrible d'un monde où la vie d'une femme vaut moins qu'un lopin de terre ou la promesse d'un héritier mâle. La partie la plus dégoûtante de tout cela n'est pas que cela se soit produit, mais que cela ait été considéré comme normal, que le système ait été conçu non seulement pour le permettre, mais pour l'exiger. C'est une réflexion sombre et glaçante sur les racines profondes et sombres d'un monde qui, à bien des égards, lutte encore pour échapper à la longue ombre oppressive de son propre passé. La véritable horreur persistante de ton histoire, Elara, ne se limite pas aux sinistres remparts du manoir de Bois-Noir ou aux cruautés spécifiques de Seigneur Valerius. C'est la prise de conscience glaçante que ton sort n'était pas exceptionnel mais systémique. Tu n'étais pas simplement la victime d'un unique tyran dysfonctionnel. Tu étais une victime de toute une architecture sociale et politique, d'un ordre mondial construit sur le postulat fondamental de ta disponibilité. Le système qui t'a condamné était une machine vaste et complexe, alimentée par la terre, les titres et l'obsession patriarcale désespérée pour la lignée masculine. Dans cette machine, les femmes n'étaient pas des personnes. Elles étaient des composants, des pièces interchangeables, dont la valeur était déterminée par leur utérus et leur dot. Ton mariage n'était pas un contrat personnel entre deux individus, c'était une fusion d'entreprises, un traité signé dans la chair. Le dégoût, par conséquent, transcende la répulsion personnelle que tu ressentais pour les dents pourries de ton mari ou ses manières brutales. Il devient un dégoût philosophique pour une civilisation qui a pu codifier une inhumanité aussi profonde, qui a pu l'habiller du langage de l'honneur, du devoir et de la volonté divine. L'Église, qui prêchait la sainteté de l'âme, était l'institution même qui sanctifiait ces transactions, ces prêtres marmonnant des bénédictions latines sur la vente de jeunes filles à la servitude sexuelle et domestique. La noblesse, qui se targuait de son code chevaleresque, était la classe qui a perfectionné cette forme de traite des êtres humains, traitant leurs filles comme des atouts stratégiques à déployer dans la guerre sans fin pour le pouvoir et le prestige. Les exécuteurs complices n'étaient pas seulement les serviteurs Mossad ou la sage-femme au visage sinistre, ils étaient tout le monde. C'était ton propre père, qui voyait ton mariage comme une solution à ses problèmes financiers. C'étaient les autres femmes du donjon, qui ont vu ta souffrance et se sont détournées, leur silence une tactique de survie nécessaire. C'était toute la communauté qui a accepté la fiction de ta mort tragique, parce que l'alternative affrontait la réalité monstrueuse d'un seigneur assassinant sa femme pour ne pas avoir produit de fils était trop déstabilisante, trop terrifiante à contempler. L'ingéniosité la plus grande et la plus perverse du système était sa capacité à faire paraître le contre-nature normal, à faire en sorte que la cruauté systématique ressemble aux cours ordinaires de la vie. Ton histoire nous oblige à affronter l'idée profondément troublante que le bon vieux temps était, pour la moitié de la population, une période de terreur profonde et implacable. L'image romancée de la vie médiévale de chevaliers et de dames, d'amour courtois et de grands tournois, est une fantaisie soigneusement construite, un mensonge historique qui masque les fissures d'une réalité brutale et profondément misogyne. La vérité est bien plus dégoûtante. Elle sent les corps non lavés et les jonchés en décomposition, la sueur de peur et le sang de l'accouchement. Elle a le goût de la viande rance et des herbes amères. Elle a la sensation de la pierre froide et dure d'une cellule de prison. Et elle sonne comme les cris silencieux d'un million de femmes oubliées, leurs histoires, comme la tienne, avalées par l'obscurité indifférente de l'histoire. Réfléchir à ton sort n'est pas simplement un exercice de tourisme historique macabre, c'est un acte de mémoire nécessaire, une reconnaissance du coût humain du monde dont nous avons hérité. Les structures de pouvoir, les hypothèses patriarcales, le langage même que nous utilisons pour parler de l'amour et du mariage, sont tous, d'une certaine manière, façonnés par ce sombre héritage. La lutte pour l'autonomie des femmes, pour le droit de contrôler leur propre corps et de choisir leur propre destin, est une rébellion directe contre le monde qui t'a créé et détruit. Ta tragédie sert de rappel sombre et puissant de ce qui est en jeu, des conséquences profondes et profondément personnelles d'une société qui ne parvient pas à reconnaître la pleine humanité de tous ses membres. Le dégoût de ton mariage médiéval est, en fin de compte, un dégoût pour un monde qui te voyait comme moins qu'humaine, et la partie la plus glaçante est que ce monde n'est pas aussi lointain que nous aimerions le croire. Le récit de ta vie, Elara, et sa fin brutale,
sert de lentille puissante à travers laquelle l'ensemble du cadre dégoûtant de la société médiévale peut être examiné. Le système n'était pas simplement défectueux, il était conçu pour être prédateur, avec une hiérarchie claire de qui pouvait infliger de la souffrance et de qui devait l'endurer. Au sommet se trouvait le tyran dysfonctionnel, une figure comme Seigneur Valerius, dont le pouvoir était absolu dans son propre domaine. Ses pathologies personnelles, son insécurité, son tempérament violent, son obsession dynastique n'étaient pas contenues. Elles étaient projetées vers l'extérieur, devenant les principes directeurs de sa maisonnée et de ses terres. Son dysfonctionnement sexuel, son incapacité à se connecter à un autre être humain à un niveau autre que la domination, se métastasait en une psychose politique. Il était un trou noir de besoin et de rage, consumant les vies de ceux qui l'entouraient pour nourrir son propre ego. Son pouvoir ne résidait pas seulement dans son bras armé ou le nombre d'hommes qu'il commandait. Il résidait dans sa capacité à définir la réalité elle-même. Il pouvait commettre un meurtre dans une pièce pleine de témoins et, par la seule force de sa volonté et la terreur qu'il inspirait, le transformer en un accident tragique. C'est le pouvoir ultime du tyran, non seulement de tuer le corps, mais d'anéantir la vérité. En dessous du tyran se trouvaient les exécuteurs complices du système, une classe de personnes qui étaient elles-mêmes des victimes, mais qui participaient à l'oppression des autres comme moyen de survie. La vieille Elspeth, la sage-femme, en est un archétype parfait. Elle était probablement une femme d'une compétence et d'un savoir considérable, mais sa position dépendait entièrement de la bonne volonté de son maître. Sa loyauté ne pouvait pas être envers toi, la victime impuissante, parce que tu n'avais aucun pouvoir pour la protéger. Sa loyauté devait être envers Valerius. Quand elle a annoncé que ton enfant était une fille, elle ne donnait pas seulement une information, elle prononçait une condamnation à mort, et elle le savait. Son visage impassible, son ton soigneusement neutre, était le masque d'une femme qui avait fait 1000 compromis moraux pour rester en vie. Les serviteurs, les hommes d'armes, même ton propre père, ils étaient tous des rouages de cette machine. Leur complicité née de la peur, de l'ambition ou d'une acceptation désensibilisée du monde tel qu'il était. Ils faisaient respecter les règles parce qu'ils comprenaient que défier le système, c'était risquer d'être écrasé par lui. Tout en bas de cette pyramide de pouvoir, il y avait toi, la victime impuissante. Ton innocence, ta jeunesse, ton sexe, ce n'étaient pas des sources de force ou de valeur, c'étaient des vulnérabilités à exploiter. Tu n'étais pas seulement piégé par des murs de pierre, mais par une cage d'attente culturelle. On t'a appris que ton but était d'être une épouse et une mère. Mais l'accomplissement de ce but a mené directement à ta destruction. Ton corps, la chose même qui était censée être la source de ta valeur, est devenu le site de ta plus grande souffrance et la cause de ta mort. C'est l'ironie ultime, la plus dégoûtante du système patriarcal. Il définit une femme par sa fonction biologique et la punit ensuite lorsque cette fonction ne répond pas aux exigences de l'homme au pouvoir. L'histoire est une chronique implacable de la déshumanisation. Du moment où tu as été marchandé comme du bétail, aux violations nocturnes dans le lit conjugal, jusqu'à l'acte final et brutal de violence, tu as été systématiquement dépouillé de ton libre arbitre, de ton identité, de ta personnalité même. Ta lutte pour maintenir un sens de soi, pour envoyer ton esprit s'envoler par la fenêtre, pendant que ton corps était agressé, était un acte de rébellion silencieux et désespéré. Mais ce n'était pas suffisant. Le système était trop puissant, trop implacable, trop complet. Il était conçu pour te briser, et il y a réussi. Les implications philosophiques de ton histoire s'étendent bien au-delà des frontières du XIe siècle, parlant d'une vérité intemporelle et troublante sur la nature du pouvoir et la fragilité de la dignité humaine. Le dégoût au cœur de ton mariage médiéval n'est pas simplement une réaction à la saleté ou à la brutalité historique, c'est une profonde répulsion morale contre tout système qui traite les gens comme des moyens pour atteindre une fin. Ta vie a été instrumentalisée. Tu étais un instrument pour forger une alliance, un instrument pour régler un litige foncier, et finalement, un instrument pour produire un héritier. Lorsque l'instrument n'a pas réussi à remplir sa fonction désignée lorsque tu as produit une fille au lieu d'un fils, il a été jugé brisé et jeté avec une violence choquante. Cette réduction d'un être humain à un outil est le péché fondamental de toutes les tyrannies, grandes et petites. C'est la même logique qui a alimenté la traite des esclaves, l'Holocauste et 1000 autres atrocités à travers l'histoire humaine. Les noms changent, les justifications sont modifiées, mais le principe sous-jacent reste le même. La croyance qu'un groupe de personnes a le droit de dépouiller un autre de son humanité pour son propre bénéfice. Ton histoire est un microcosme de ce schéma plus vaste et plus terrifiant. Le monde du manoir de Bois Noir était un État totalitaire miniature.
avec son propre dictateur, sa propre police secrète, les serviteurs vigilants et craintifs, sa propre propagande, l'histoire officielle de ta mort, et sa propre classe de citoyens jetables. Les murs du donjon n'étaient pas seulement de pierre et de mortier, ils étaient des barrières idéologiques, conçues pour tenir à l'écart la compassion, la justice et la vérité. Le silence qui a suivi ton meurtre peut être la partie la plus glaçante du récit. Il représente le vide moral qui se crée lorsque la peur supplante complètement le courage. Les témoins de ta mort n'étaient pas des personnes mauvaises comme l'était Valerius. C'étaient des gens ordinaires qui ont fait le calcul rationnel et intéressé que parler leur coûterait la vie. Leur silence était une forme de complicité, une petite mais nécessaire trahison qui a permis au système de se perpétuer. C'est une vérité profondément inconfortable que le mal triomphe souvent non pas à cause de la passion des méchants, mais à cause de l'inaction des bons. Cela soulève une question rhétorique profondément troublante. À leur place, aurions-nous agi différemment? Aurions-nous risqué nos propres vies pour sauver la tienne, pour dire la vérité à un pouvoir violent et imprévisible? Il est facile de les condamner depuis la distance sûre des siècles, mais leur dilemme révèle le pouvoir terrifiant d'un système coercitif à l'emporter sur la conscience individuelle. La conclusion de ton histoire n'offre ni catharsis ni justice. Valerius meurt de fièvre, non pas des mains d'un vengeur. Ta fille est condamnée à une vie d'obscurité. Le monde continue, l'injustice impunie, la vérité non reconnue. Ce manque de résolution est, en soi, une déclaration puissante. Il reflète la réalité historique pour d'innombrables victimes dont les histoires n'ont pas de fin nette ou satisfaisante. L'histoire n'est pas une pièce de moralité. C'est une chronique chaotique et souvent brutale d'événements, où les méchants prospèrent fréquemment et les innocents souffrent sans réparation. La réflexion sombre et philosophique à la fin de ce conte est que la lutte contre de tels systèmes dégoûtants est une lutte perpétuelle. La bataille pour la dignité humaine, pour la reconnaissance de la valeur intrinsèque de chaque individu, n'est jamais définitivement gagnée. Elle doit être menée encore et encore, à chaque génération, dans chaque société. Ton histoire, Elara, est un fantôme du passé, mais elle est aussi un avertissement pour l'avenir, un témoignage des ténèbres qui se cachent sous la surface de la civilisation et un puissant rappel du terrible coût humain de l'oubli. L'héritage d'un système aussi profondément dégoûtant que celui qui a défini ta vie, Elara, n'est pas quelque chose qui se démantèle facilement. Il persiste dans l'ADN culturel d'une société, dans les préjugés subtils, souvent inconscients, qui façonnent les interactions sociales et les dynamiques de pouvoir pendant des siècles. L'idée que la valeur d'une femme est liée à sa jeunesse, sa beauté et sa capacité à procréer n'est pas morte avec le Moyen Âge. La notion que l'honneur d'un homme est lié à sa capacité à contrôler les femmes de sa famille est un fil toxique qui traverse de nombreuses cultures encore aujourd'hui. Le monde a changé, l'hygiène s'est améliorée, et l'état de droit a, dans de nombreux endroits, remplacé le règne du petit tyran. Pourtant, les échos du manoir de Bois-Noir peuvent encore être entendus. Ils sont présents dans les statistiques sur la violence domestique, dans l'écart salarial entre les sexes, dans les débats passionnés sur les droits reproductifs, et dans la lutte continue des femmes pour être considérées comme des leaders, des penseuses et des créatrices, et non plus seulement comme des épouses et des mères. L'histoire de ton mariage est une illustration frappante des conséquences ultimes de la déshumanisation. Lorsqu'une société commence à voir un groupe de personnes comme moins qu'entièrement humaines, elle ouvre la porte à une cruauté inimaginable. Le langage utilisé pour te décrire bétail, réceptacle, propriété n'était pas seulement métaphorique. C'était le cadre intellectuel qui a rendu possible tes abus et ton meurtre. C'est un rappel glaçant que le langage a de l'importance, que la façon dont nous parlons les uns des autres a des conséquences dans le monde réel. La complicité des exécuteurs du système est aussi une leçon d'une pertinence durable. Elle parle de la nature insidieuse du pouvoir institutionnel et de la manière dont il peut coopter même des individus bien intentionnés. Les serviteurs et la sage-femme n'étaient pas tes ennemis au sens conventionnel, mais ils étaient les rouages d'une machine conçue pour t'écraser. Leur survie dépendait de leur participation à ce système. Cela met en lumière la difficulté de mettre en œuvre le changement de l'intérieur d'une structure corrompue. La véritable rébellion exige souvent une volonté de sortir complètement du système, de risquer de devenir un paria, un hérétique ou un martyr. Ta fille, envoyée au couvent, représente une autre facette de cet héritage. Elle est l'incarnation vivante de la tentative du système de contrôler et de contenir les conséquences de sa propre brutalité. En la cachant, le monde de Seigneur Valerius a tenté d'effacer son propre péché. Mais les secrets ont une façon de s'infecter.
L'existence du couvent, plein de filles oubliées et d'épouses gênantes, est un témoignage de l'hypocrisie de l'époque. C'était un endroit où le système patriarcal pouvait se débarrasser de ses problèmes féminins, le tout sous le couvert de la piété et de la dévotion religieuse. C'était une prison déguisée en sanctuaire. Finalement, l'histoire de ton dégoûtant mariage médiéval est une histoire sur le pouvoir durable de la mémoire comme forme de résistance. En racontant ton histoire, en refusant de te laisser effacer, nous accomplissons un petit acte de justice. Nous témoignons de ta souffrance et reconnaissons ton humanité. Nous refusons d'accepter la version aseptisée et romancée du passé et insistons plutôt pour affronter ces vérités laides et inconfortables. Cet acte de mémoire ne consiste pas à se vautrer dans les ténèbres du passé. Il s'agit d'utiliser les leçons de ces ténèbres pour éclairer le chemin à suivre. C'est une reconnaissance que la lutte pour un monde plus juste et plus compatissant exige une compréhension lucide des injustices qui l'ont précédée. Ta vie fut une tragédie, mais ton histoire peut être une source de force, un rappel puissant que la lutte pour la dignité et l'égalité est une lutte sacrée et nécessaire, une bataille contre les fantômes persistants d'un monde profondément dégoûtant. La réflexion finale et sombre sur ta vie et ta mort, Elara, doit être une reconnaissance du gaspillage pur et simple. Le gaspillage d'une vie, d'un esprit, de tout potentiel de bonheur, de créativité ou d'amour. Le système qui t'a consumé n'était pas seulement cruel, il était profondément stupide. C'était un système qui valorisait un tyran brutal et peu sûr de lui plutôt qu'une jeune femme qui aurait pu posséder de l'intelligence, de la gentillesse ou un nombre incalculable d'autres vertus. C'était un système qui donnait la priorité au concept abstrait d'une lignée sur la réalité concrète de la souffrance humaine. C'était un système qui préférait assassiner une mère et rendre un enfant orphelin plutôt que d'accepter l'échec de la naissance d'une fille. C'est l'acte d'accusation ultime contre le monde du manoir de Bois Noir, son manque total et absolu de sagesse, sa célébration des aspects les plus bas et les plus brutaux de la nature humaine. Le dégoût de ton mariage médiéval n'est pas seulement moral ou esthétique, il est intellectuel. C'est le dégoût que l'on ressent face à un système qui n'est pas seulement maléfique, mais aussi autodestructeur et irrationnel. Quel genre de société bâtit ses fondations sur une prémisse aussi fragile et pathétique que le sexe d'un nouveau-né? Quel genre de structure de pouvoir est si peu sûre d'elle qu'elle doit être appliquée avec une violence aussi constante, mesquine et finalement fatale? L'histoire révèle les profondes insécurités psychologiques qui se trouvent au cœur de tous les systèmes patriarcaux. L'obsession des héritiers mâles, la rage violente à la naissance d'une fille, le besoin de dominer et de contrôler complètement le corps féminin, ce ne sont pas des signes de force. Ce sont les symptômes d'une faiblesse profonde et terrifiante, d'une peur profondément ancrée du pouvoir et de l'autonomie des femmes. Seigneur Valerius n'était pas un homme puissant, il était un homme terrifié, sa cruauté une tentative désespérée de masquer ses propres insuffisances. Il était prisonnier de la même masculinité toxique qu'il imposait si brutalement, sa vie aussi dépourvue d'amour ou de connexion authentique que la tienne. C'était un homme creux, son âme aussi stérile et balayée par les vents que la colline sur laquelle sa forteresse était bâtie. Le coût humain de ce système était incommensurable. C'était le coût de ta vie, le coût de l'avenir de ta fille, le coût des vies silencieuses et remplies de peur de tous les habitants du donjon. C'était le coût de générations de femmes à qui l'on a refusé une éducation, une voie, un choix. C'était le coût d'une société qui s'est privée des talents, de la sagesse et des contributions de la moitié de sa population. Les pierres de Madrid, de Londres ou de Paris, on peut être raisonné des célébrations des rois et des papes, mais sous ce chant se trouvait un bourdonnement constant et grave de souffrance, la douleur collective et non reconnue de millions de femmes comme toi. Ton histoire, bien qu'elle se termine dans l'obscurité d'une seule chambre de tour, illumine ce vaste paysage historique de silence et de douleur. Elle nous force à écouter, à nous efforcer d'entendre les murmures des oubliés, à reconstituer les fragments de leur vie brisée. C'est une tâche difficile et souvent douloureuse, mais elle est nécessaire. Car en nous souvenant de toi, Elara, nous affirmons une vérité fondamentale, que chaque vie a de la valeur, que chaque histoire mérite d'être racontée, et que la seule façon de construire un avenir meilleur est d'avoir le courage d'affronter les parties les plus dégoûtantes de notre passé. La nature cyclique de la cruauté que tu as endurée, Elara, peut être l'aspect le plus profondément troublant de ton récit. Ton destin tragique n'était pas un événement singulier, mais une répétition, un écho sinistre des deux épouses qui t'ont précédé dans la tombe dans ce même lit rouge sang.
Ce schéma transforme ton histoire de tragédie personnelle en chronique d'un système prédateur en action. Seigneur Valerius n'était pas seulement un tyran dysfonctionnel, il était un destructeur en série de femmes, son lit conjugal un véritable abattoir. Le système non seulement permettait son comportement mais le favorisait, lui fournissant un approvisionnement constant de nouvelles victimes, chacune une nouvelle occasion d'assurer l'héritier mâle que son ego fragile exigeait. L'acceptation de ce schéma par la communauté est un témoignage glaçant de la normalisation de la violence contre les femmes. Les morts de ses deux premières épouses ont probablement été accueillies avec la même tristesse feinte et la même acceptation pragmatique qui suivrait plus tard ta propre disparition. L'accouchement est une affaire dangereuse, auraient murmuré les gens, hochant la tête tout en acceptant tacitement de ne pas regarder de trop près le taux de mortalité commode dans la chambre à coucher du Seigneur. Ce déni collectif est une force puissante, un contrat social de silence qui protège les puissants et condamne les vulnérables. Le dégoût est alors amplifié par sa répétition. C'est le dégoût d'un monde qui n'apprend rien, qui permet aux mêmes horreurs de se dérouler encore et encore. Chaque nouveau mariage pour Valerius était le renouvellement du même cycle brutal. L'acquisition d'un nouveau réceptacle, la période d'attente pleine d'espoir, la rage violente face à l'échec inévitable et l'élimination commode de la marchandise usée. Tu n'étais que la troisième itération de la même histoire tragique, ton individualité, tes espoirs, tes peurs, tous rendus insignifiants par la mécanique implacable et broyeuse de l'obsession de ton mari. Cette vision cyclique recadre également le rôle des exécuteurs complices. À chaque nouvelle épouse, leur complicité s'approfondissait. Ils n'étaient pas seulement des témoins passifs d'un seul acte de violence. Ils étaient des participants à un crime récurrent. La vieille Elspeth, la sage-femme, avait probablement présidé les 2 naissances fatales précédentes. Elle connaissait le schéma, elle comprenait les risques, et pourtant elle continuait à jouer son rôle. Sa survie en dépendait. Cela la transforme d'un personnage simplement craintif en un personnage profondément tragique, une femme forcée par les circonstances à devenir la servante de la mort. Peux-tu imaginer le fardeau psychologique d'une telle vie, d'aider à plusieurs reprises à amener une nouvelle victime à l'abattoir? Le poids de cette connaissance devait être un lourd suaire sur son âme. L'histoire de ta fille, envoyée au couvent, prend également une nouvelle lumière plus sinistre dans ce contexte. Il ne s'agissait pas seulement de cacher un seul échec embarrassant. Il s'agissait de préparer la scène pour le prochain acte, de faire de la place pour la 4e femme, le prochain réceptacle potentiel. Le système était d'une efficacité impitoyable à sa manière brutale, nettoyant les conséquences désordonnées de sa violence pour permettre au cycle de recommencer. La réflexion philosophique que cela invite est sombre sur la nature du progrès historique. Nous imaginons souvent l'histoire comme une marche linéaire vers l'avant, une ascension lente mais régulière de la barbarie aux Lumières. Mais ton histoire suggère que l'histoire peut aussi être une roue, un cycle implacable de violence et d'oppression qui se répète sans fin jusqu'à ce qu'une force soit assez puissante pour le briser. La lutte pour les droits des femmes, à cette lumière, n'est pas seulement une lutte pour de nouvelles libertés. C'est une tentative de briser cette roue ancienne et ensanglantée, de créer un monde où la vie d'une femme n'est pas une tragédie récurrente mais une histoire unique et irrépétible de sa propre création. Les détails sensoriels de ton existence et Lara fournissent la voie la plus viscérale et la plus immédiate pour comprendre le dégoût profond de ton mariage médiéval. L'expérience n'était pas une réalité politique ou sociale abstraite, c'était une agression quotidienne des sens, une immersion implacable dans la saleté et la décomposition qui reflétait la corruption morale du monde qui t'entourait. L'odorat, en particulier, était un tourment constant. Imagine te réveiller non pas à l'odeur de la rosée fraîche ou du pain chaud, mais à la puanteur aigre et envahissante du pot de chambre non vidé dans le coin de la pièce, une odeur qui se mêlait à l'odeur animale et fétide de ton mari dormant à côté de toi. La grande salle, centre de la vie du donjon, aurait été un cauchemar olfactif. La fumée grasse du feu qui ne trouvait jamais vraiment la cheminée, l'odeur de la bière et du vin renversé s'imprégnant dans les jonchées pourrissantes sur le sol, l'arôme piquant des corps non lavés entassés, et l'odeur sous-jacente, douceâtre, de la décomposition qui était le parfum signature du château. Cette odeur constante et oppressive était plus que simplement désagréable. C'était une forme de guerre psychologique, un rappel qu'il n'y avait pas d'espace propre, pas de sanctuaire, pas d'échappatoire à la crasse et à la misère de ta réalité. Le sens du toucher était une litanie d'inconfort et de violation. Le tissu rugueux et grossier de ta chemise de tous les jours, un irritant constant contre ta peau. Le froid humide et transperçant des murs de pierre, un froid qui s'infiltrait jusqu'à la moelle.
le bois éclaté des bancs et des tables, le film gras sur les assiettes et les gobelets en étain. Et, le plus horrible, le contact de ton mari, ses mains moites et exigeantes, sa barbe hirsute contre ta joue, le poids de son corps sur le tien. Chaque contact était une intrusion, un renforcement de sa propriété, une manifestation physique de ta subjugation. Le monde que tu touchais était dur, froid et impitoyable, n'offrant aucune douceur, aucun réconfort, aucune tendresse. Le goût, aussi, était une source de répulsion constante. La nourriture était une rotation monotone de viande grasse et trop salée, souvent sur le point de devenir rance, leur saveur à peine masquée par une application généreuse d'épices grossières. Le pain était granuleux, l'eau souvent saumâtre, et le vin aigre. Chaque repas était un rappel de ta dépendance, de ta position à une table où tu étais nourri mais pas sustenté, où tu étais présente mais pas la bienvenue. Le goût du dégoût était un arrière-goût métallique de peur dans ta bouche, une amertume qu'aucune quantité de nourriture ou de boisson ne pouvait laver. Les images du manoir de Bois Noir étaient une étude de la pénombre oppressante. Le crépuscule perpétuel des couloirs, mal éclairé par des torches vacillantes qui projetaient des ombres dansantes et monstrueuses sur les murs. Le mobilier sinistre et utilitaire, construit pour la durabilité, non pour la beauté. Les tapisseries fanées et lugubres, dépeignant des scènes de colère et de martyrs bibliques, les visages des serviteurs, gravés de peur et de ressentiment. Tout ton monde visuel était circonscrit par la pierre sombre et oppressante de ta prison, le seul aperçu du monde extérieur étant une mince bande de ciel, gris et impitoyable à travers une meurtrière. Cette privation sensorielle, cette immersion dans un environnement dépourvu de beauté ou de confort, était un élément clé de la cruauté du système. Elle était conçue pour user l'esprit, pour éteindre toute étincelle de joie ou d'espoir, pour rendre le monde de la victime aussi sombre et laide que son destin. En nous concentrant sur cette réalité sensorielle, nous dépassons une compréhension purement intellectuelle de ta souffrance. Nous commençons à la ressentir, à faire l'expérience d'une pâle ombre de la misère quotidienne et écrasante de ton existence. Le dégoût devient une sensation physique, un nœud dans l'estomac, une nausée montante. C'est une connexion puissante et empathique avec le passé, une compréhension viscérale que les horreurs de l'histoire n'étaient pas seulement des idées. Elles ont été vécues, respirées et ressenties par de vraies personnes, dans tous leurs détails immondes et déchirants.